Si je devais chercher quelque chose à chercher, En fait, je comprends pas, quand on dit recherche, on parle de quelle recherche? Donc j'imagine à peu près toutes les disciplines scientifiques, mais quoi que ça peut aller un peu dans toutes les disciplines, principalement scientifiques j'imagine. D'après moi, on peut faire de la recherche dans énormément de domaines. Le domaine scientifique, tout ce qui est L'archéologie. Dans tout, je pense, en fait. Tout est possible, la sociologie, tout ce qui est... parce que ma mère a fait la sociologie, donc c'est un peu ce que je connais. Mais je pense que tout est possible dans la recherche. Ouais, dans divers domaines, scientifiques, culturels, médical. Il cherche. Il réfléchit. C'est quelqu'un qui va accumuler de la connaissance pour un produit. Il a le nez dans les bouquins. Il se pose des questions, il essaye de trouver les réponses. Les chercheurs Se mettent à nu. Ça doit être un jeu de mots, je pense. Il vient vraiment nous aider, il prend vraiment attention à tous les projets qu'on a, comment on peut avancer, comment on avance. Il nous laisse vraiment faire comme on veut, sans consigne, et du coup ça peut être un peu perturbant au départ. On est habitué à toujours être cadré, sûr que quand Nicolas il nous a balancé dans la mer comme ça, on était un peu perdu, on était en mode on va tout faire tout seul, on choisit notre projet, on choisit sur quoi on travaille à telle date ou à telle date. Non, c'est enrichissant, mais c'était nouveau, donc ça fait peur. C'est qu'on est directement confronté en fait à des problèmes de communication en situation réelle, et Nicolas nous aide en fait à les résoudre. On parlait de toi avec tes étudiants et je me suis rendu compte que pour eux, la définition de la communication, elle avait mis du temps à être actée. Et quand on allait dans la rue, on voit bien que c'est pas très clair. Regarde ce que les gens donnent comme définition. Tout se fait avec la communication. Le fait de faire passer quelque chose, un message. Au-delà même de la communication, de parler, c'est de partager des choses et de discuter. Et je pense qu'ils ont besoin d'échanger. Les choses, c'est comme un échange, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on pense? C'est riche, puisque comme d'habitude, effectivement, on a tendance à calquer la définition de la communication à l'information. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'information a gagné sur la communication. Or, l'information, c'est le message. Comme le dit l'une des filles qui intervient, c'est le transfert de message. Alors que la communication, c'est la relation. Et la communication, c'est une partie de la communication. Alors l'information peut être une partie de la communication, et la communication est un échange, une relation souvent beaucoup plus riche et qui engage des éléments qui nous entourent, notre contexte, qui engage notre histoire personnelle et collective, notre mémoire collective parfois, engage des éléments symboliques aussi, tout ce qui nous entoure et qui fait qu'on est des individus et des êtres humains, nos émotions. Tous ces éléments font que la communication est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est un art, la communication. Merci pour ce moment de communication. Si j'ai bien suivi, tu as soutenu ta thèse. Oui. Tu es docteur. Oui. Donc là, tu donnes des cours au Pôle Larbi à Vichy. Du coup, tu es enseignant-chercheur? Alors, je ne donne pas des cours au Pôle Larbi à Vichy, mais à l'IUT d'Allier, dans un département métier multimédia Internet. Et je suis enseignant, effectivement, donc à l'université Clermont-Auvergne, puisque c'est rattaché à l'université Clermont-Auvergne. Mais je ne suis pas enseignant-chercheur, parce que ça c'est une spécificité de l'université. Mais je suis chercheur dans un institut qui s'appelle l'Institut Gaudin, qui est un institut spécialisé dans ma matière, dans l'innovation sociale de manière générale. Et donc je suis chercheur dans l'Institut Gaudin, qui n'est pas rattaché à l'université. Donc en fait, tu n'es pas enseignant-chercheur, mais tu es enseignant et chercheur. Je suis enseignant et chercheur, exactement. Et donc là, on vient de découvrir un petit peu ton quotidien d'enseignant. Tout à l'heure, on va essayer d'aller découvrir ton quotidien de chercheur. Oui, effectivement, il ne faudra pas traîner de finir de manger parce que mon quotidien est rapide et effectivement, il faut que j'aille travailler avec des acteurs sur le terrain et faire de la recherche-action. Donc il ne faut pas qu'on traîne parce que bientôt, il faudra qu'on soit avec eux. Eh bien, mangeons. Bonne app.
bien cru qu'on allait rater le train. T'es toujours speed comme ça? Eh oui, c'est presque tous les jours comme ça, ouais. Et dans ta vie aussi, t'as été un peu speed. T'as été cycliste professionnel, journaliste, t'as beaucoup voyagé. Et finalement, tu t'es retrouvé en thèse. Je suis né dans une famille de cyclistes, donc il était évident presque pour moi de faire du vélo depuis tout petit. J'ai fait un sport-études dans le cyclisme. Et oui, effectivement, mon premier job, c'était cycliste. J'avais 19 ans. Mais c'était une activité qui était extrêmement contraignante, qui est passionnante mais ingrate. Et je ne me voyais pas passer ma vie sur un vélo et j'avais des velléités à faire autre chose. Donc je me suis tourné vers l'université, dans lequel effectivement j'ai fait un master de géomorphologie, donc l'étude des formes terrestres, ce qui s'apparente à la volcanologie, la géologie. Et du coup, tu as beaucoup voyagé? Beaucoup, oui. Donc j'ai été amené à essayer d'aller observer un petit peu ce qui se cachait derrière les cartes que j'étudiais pendant mon master. Et j'ai voyagé pendant presque 1 an sur le continent américain. J'ai eu la chance, je pense, de rencontrer, d'échanger, de partager, d'essayer de vivre et de survivre parfois seul grâce à, je crois, mon goût et mon appétence à la communication, c'est-à-dire cette envie de partager, d'échanger, d'arriver à trouver des lieux communs avec des gens qui pourtant étaient extrêmement différents de moi, culturellement, dans leur vie de tous les jours. Du coup, la communication est venue à toi puisque tu es allé la chercher? Oui, puisque dans un premier temps, effectivement, à la suite de ces expériences-là, j'ai eu une activité journalistique qui était un premier pas. Et cette activité journalistique, elle m'a amené un jour à rencontrer un petit peu par hasard une collègue argentine dans le laboratoire de communication ici à Clermont-Ferrand, qui a eu la bonne idée de me faire rencontrer mon futur directeur de thèse à l'époque, Éric Dacheux. Quelqu'un d'absolument formidable qui m'a séduit par sa personnalité plus que par le monde de la recherche qui ne m'attirait pas forcément. Cette découverte de la recherche t'a amené à monter un institut sur Clermont? Oui, effectivement. J'ai un goût particulier pour la recherche et la recherche pour le bien de la société. Mais ça, tu vas le voir tout de suite dans le travail qu'on va faire cet après-midi. Mais là, on va bientôt arriver en gare de Clermont-Ferrand. Il faut filer jusqu'à Lyotopie. Et bien, on continue notre course. Je file en vélo et je t'attends là-bas. Moi, je suis pas très vélo de toute façon, donc je te rejoins. Ok, à toutes. On vient d'arriver à Lyotopie, c'est quand même un lieu emblématique de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire. Et tu me parlais dans le train de l'Institut Gaudin. Et justement, on a interrogé les gens sur ce travail de chercheurs et on s'est dit que c'était mieux que ce soit eux qui te posent quelques questions. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles? Voilà. Qu'est-ce qui l'a amené du coup à se pencher sur l'innovation sociale? Qu'est-ce qu'il entend déjà la définition? D'accord. Alors je vais commencer par la deuxième question. Qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale? L'innovation sociale, c'est de manière générale les pratiques des individus qui visent le changement des habitudes de faire, donc nos pratiques quotidiennes, et le changement des habitudes de penser, la manière dont on pense le monde. Et à partir du moment où ce sont des collectifs qui s'engagent dans ce changement d'habitude de faire ou de penser, on est dans l'innovation sociale. Donc l'enjeu de la recherche et de celle que je mène, c'est d'essayer de rendre explicites ces changements et surtout de les accompagner. Alors ça, c'est tout l'enjeu de mon travail à l'Institut Gaudin. C'est justement d'outiller, d'accompagner les acteurs qui ont envie, qui visent une aspiration sociale, un idéal social de changement, parce que leur quotidien ne les satisfait pas. Et donc on les accompagne, on les outille pour essayer de viser ce changement de la meilleure manière qu'il soit pour eux. Et donc finalement, ce qui t'a amené là, c'est un petit peu ce que tu nous as déjà expliqué tout à l'heure sur ton parcours de vie, la découverte un petit peu des procédés de communication. Oui, il y a une part de hasard, parce que finalement j'ai fait de l'innovation sociale et j'ai participé à des mouvements d'innovation sociale bien avant de savoir ce que c'était, et notamment en Argentine quand j'ai travaillé dans la Cartonera, Eloïsa Cartonera. Et donc, finalement, quand ça m'est tombé dessus par le prisme de la recherche, c'est quelque chose qui faisait déjà partie de mon quotidien. Donc finalement, je suis un acteur-chercheur ou un chercheur-acteur de l'innovation sociale depuis bien longtemps. Là, du coup, ça m'amène à une autre question. Les gens se sont demandé ce qu'on pouvait faire en innovation sociale.
qu'on pourrait faciliter l'échange entre les personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper les espaces collectifs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est typiquement et éminemment une question de communication, et c'est une question qu'on nous pose tous les jours. Comment finalement on fait pour que ces innovations sociales et la volonté de changement qui nous habitent individuellement ou parfois collectivement avec quelques individus autour de nous, pour que ça devienne quelque chose de plus grand, qui nous fasse rêver. Et donc ça, c'est profondément quelque chose qui a fait émerger dans mes recherches un modèle de communication qu'on appelle praxéologique, c'est-à-dire donner de l'importance à l'action, à la pratique partagée. En fait, c'est tout simple. Si on veut que le monde change collectivement et ensemble, il faut faire des choses ensemble. Et arrêter de penser que c'est juste en développant un discours et en partageant un discours que les choses vont changer. J'ai un exemple là-dessus, souvent, qui est très parlant, c'est que quand on est enfant et qu'on apprend à faire du vélo, on a beau nous dire pendant des heures, il faut appuyer sur la pédale de droite, puis sur la pédale de gauche, puis garder l'équilibre et regarder en face, on n'apprend pas à faire du vélo. On sent le cycliste quand même. Et oui, on apprend à faire du vélo avec quelqu'un qui nous tient la selle, qui nous appuie sur la jambe pour appuyer sur la pédale, qui a une pratique partagée avec nous et qui lui-même change sa pratique. Donc ce sont les actions partagées qui changent le monde. Donc les innovations sociales, elles ont besoin d'actions collectives partagées. Un peu comme l'Utopie finalement, là où on est tout de suite. C'est ce qui se passe tous les jours à l'Utopie. C'est des jeunes gens qui pratiquent ensemble de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons de bouger, et qu'ils le font ensemble. Et donc ça prend des dimensions importantes. Du coup, toi qui aimes voyager, tu nous as parlé de l'Amérique du Sud, etc. Qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es installé à Clermont? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui me pousse forcément à rester. Et il est très heureux à Clermont. Une jolie chose. Oui. Et j'y suis heureux ici, j'ai envie de rester ici, et c'est important pour moi de rester ici à Clermont-Ferrand. Donc je mets tout en œuvre pour rester ici. Au moment où ma vie de chercheur s'arrête, ma vie de papa recommence. Alors, je vais te laisser filer à ta vie de papa. Je crois qu'il y a ta petite fille qui t'attend et qui a très envie de rentrer avec toi. Juste une petite question avant que tu t'enfuis. Oui. Une question de fin, histoire de te poser une question piège. Est-ce qu'il pourrait y avoir des limites à la recherche? Est-ce qu'à un moment on va tout trouver, ou est-ce qu'il y aura encore d'autres choses à voir? La petite question de fin bien sympa. Est-ce qu'il y a des limites à la recherche? Je ne crois pas qu'il y ait de limites à la recherche, parce qu'il n'y a pas de limite à l'utopie. Il n'y a pas de limite à ce qu'on imagine un monde qu'on veut toujours meilleur. Et il n'y aura jamais de limite à ça. Et si la recherche peut avoir une utilité dans la société, c'est peut-être de rendre le monde meilleur. Et ça, il n'y a pas de limite. Bah merci, et puis je vais te laisser retourner à ton monde meilleur à toi et te souhaiter une belle fin de journée. Merci. Si je devais innover dans quelque chose... Qu'est-ce que j'innoverais? La domotique. C'est, je sais pas, c'est la nouvelle innovation, et vous ne connaissez pas? Si on avait eu l'idée, je pense qu'on l'aurait mis en pratique déjà. Le bêtisier d'année 2018. Et tu attends que je dise action. Du coup, il m'a perturbé. Je sais plus quoi dire. Tiens, à la tienne, caméraman. Ah non, tout pareil. Parce que je travaille dans une coopérative. Ah, vache. Ah, et là. Ah. Allez, ça va, allez, crac, c'est parti là, c'est fini là, on l'a perdu. Aïe. Ouais, attends, je la refais. Je crois que plus la journée passe, plus c'est dur de se concentrer, c'est des grimaces. Mais non, pas du tout, c'est la fatigue qui me gagne, c'est tout. C'est tout? C'est bon? C'était bien.